second débat de ce sens public, débat thématique. Vous le savez, on est maintenant à quasi un mois des municipales. On a fait les transports, la santé, l'environnement. On se demande quels sont les pouvoirs des maires pour lutter contre le narcotrafic dans certaines villes. On va prendre tout de suite l'exemple d'Échirolles. C'est devenu le thème central de la campagne. Reportage en Isère, signé Fabien Recker. Départ de patrouille pédestre, secteur centre-ville. C'est une patrouille de routine pour ces agents de la police municipale d'Échirolles. Dans cette ville de l'agglomération grenobloise, connue pour être en proie au narcotrafic, il s'agit d'occuper au maximum le terrain. On effectue des passages, on sécurise les sorties d'école en zone sensible. On fait éteindre les bras zéro qui malheureusement sont liés certainement et probablement à une activité de narcotrafiquants. Si ces policiers municipaux veillent comme ils le peuvent à la tranquillité des habitants, la lutte contre les narcotrafiquants ne relève pas de leurs compétences, mais de celles de l'État. C'est un des courriers de réponse d'Emmanuel Macron. C'est un des courriers de réponse de Bruno Retailleau. Depuis plusieurs années, la maire communiste Amandine Demore demande justement à l'État un commissariat de plein exercice pour Échirolles, dans une agglomération déjà sous-dotée en policiers et marquée par les règlements de compte sur fond de trafic. Je souhaite le retour de la police de proximité. Parce qu'aujourd'hui, ils œuvrent en sous-effectif. On a une police qui est d'intervention, qui n'a pas le choix, d'autre choix que d'être une police d'intervention. Et moi, je souhaite qu'on ait des moyens dédiés au territoire en nombre. Dans sa lutte contre les trafiquants, Madame la maire a tout de même obtenu une victoire. La fermeture en 2024 par un arrêté de cet immeuble situé en plein centre-ville qui servait de plaque tournante pour les dealers. On vivait une situation là en plein cœur du centre-ville d'Échirolles qui était juste plus possible, avec des tirs d'armes à feu au petit matin. On a eu un blessé par balle. À Échirolles, le thème de la lutte contre le narcotrafic écrase tous les autres dans la campagne pour l'élection municipale. Bonjour mesdames, Laetitia Rabi, je suis à tête de liste Vivre Unis à Échirolles. À toute proximité des écoles d'Échirolles, il y a des points de deal qui ne sont pas démantelés. Investie entre autres par le PS et Place Publique, Laetitia Rabi a choisi de rompre l'alliance entre socialistes et communistes à Échirolles, critiquant l'action de la maire dont elle est pourtant encore l'adjointe. Dans une ville qui est devenue hors de contrôle, les moyens doivent être mis et ils doivent être mis de façon conséquente. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Notre liste en fait propose dès 2026, par un redéploiement des priorités budgétaires, de mettre 500 000 € de plus sur la sécurité. En plus de la maire sortante, Laetitia Rabi affrontera un candidat LFI allié aux écologistes, une division à gauche dont veut tirer profit le candidat du Rassemblement national. À seulement 21 ans, Enzo Billon vit sa première campagne, axée à fond sur le thème de l'insécurité. Juste derrière, si vous allez derrière les bâtiments là, vous aurez un point de deal. Et des points de deal sont un petit peu de partout, même en plein centre-ville d'Échirolles. Il n'y a aucun quartier qui est épargné aujourd'hui à Échirolles par le narcotrafic. La maire a des pouvoirs de police administrative qui sont importants et une police municipale qui est largement sous-effectif aujourd'hui et qui donc ne permet pas de faire reculer ce narcotrafic à Échirolles. Donc oui, Madame Demore est une très bonne communicante, mais aujourd'hui sur le terrain et dans la réalité du quotidien des Échirollois, on ne voit pas forcément d'amélioration au sujet du narcotrafic. Face à ces détracteurs, Madame la maire rappelle ses investissements pour déployer la vidéosurveillance dans la ville. Amandine Demore, qui a vu son véhicule incendié dans la nuit du 12 au 13 janvier. Pour l'élu, il s'agirait bien d'une tentative d'intimidation de la part des narcotrafiquants. Des maires parfois menacés, on vient de le voir, démunis souvent face au narcotrafic. On en débat avec Étienne Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur LR du Rhône, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire justement sur le narcotrafic en 2024. Marie-Geoffrey Rousside, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, sociologue, politiste, directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Brice Sokol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de ce livre L'écharpe et les tempêtes, publié aux éditions de l'Aube, et Mickaël Darmon, évidemment resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. On va peut-être commencer par le constat, monsieur le sénateur Étienne Blanc. Que pèse le narcotrafic aujourd'hui en France? Si on parle peut-être presque de budget, d'argent. Si on parle de budget, il y a deux chiffres, moi, qui m'ont impressionné dans les travaux que nous avons menés avec Jérôme Durin, dans le cadre de cette commission d'enquête sénatoriale. Le premier, c'est le chiffre d'affaires. C'était assez curieux. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet en 2023, c'est environ 6 milliards. Aujourd'hui, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est 7 milliards, voire même un peu plus. Ça veut dire que ça s'accélère. Les quantités de cocaïne commercialisées prennent des proportions inouïes. Et le deuxième chiffre qui m'a beaucoup impressionné,
ce sont les 250 000 personnes en France qui vivent partiellement ou totalement du narcotrafic. Un petit job pour un gamin qui va surveiller, siffler, contrôler, qui va transporter à 100, 150 euros par jour. Il fait ça 3 ou 4 fois par semaine. Et puis, celui qui en fait son activité essentielle. Voilà. Donc ces deux chiffres combinés nous font tourner la tête. Avec effectivement, Marie-Jo Frère aussi, de la place de la cocaïne. Quel mot vous employez pour en parler? Une déferlante? Est-ce que c'est un peu fort pour dire, Alors, moi, en tant que scientifique, je vais plutôt parler d'une augmentation importante. Mais c'est vrai que c'est un produit dont la consommation a été multipliée par 10 ces 30 dernières années. Donc oui, on a une augmentation très importante. Et surtout, la nouveauté, c'est que c'est une augmentation très importante dans toutes les catégories sociales, et dans tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, parce que le prix a considérablement baissé et l'accessibilité de la cocaïne est beaucoup plus importante qu'auparavant. On a vu des points de deal ouvrir plus tôt le matin pour que des gens qui partent au travail, parfois sur des chantiers, puissent trouver de la cocaïne. C'est effectivement, on est très très loin de l'image du bourgeois fêtard, pour schématiser. Tout à fait. Et puis les trafiquants ont le sens du commerce. Donc en fait, ils s'adaptent, ils font en sorte d'élargir leur marché. Et donc en fait, on observe aussi une ubérisation du trafic. Auparavant, les gens devaient se rendre sur des points de deal pour aller acheter, ce qui pouvait faire hésiter certaines personnes. Maintenant, les produits viennent aux consommateurs. Et si on regarde les thèmes qui vont jouer un rôle déterminant dans cette campagne, dans ces campagnes municipales, la sécurité vient de loin en tête avec 76% des réponses. C'est un baromètre IFOP pour la Tribune dimanche. Ensuite, on a gestion, propreté, soins et santé. Et puis le narcotrafic qui rentre dans la sécurité, mais qui arrive lui aussi dans cette liste des thèmes principaux. On vient de voir, Brice Sokol, on a une maire communiste à Échirolles, et une candidate elle-même issue de la gauche demandait plus de moyens. Est-ce que c'est encore un sujet de clivage, d'après vous? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans l'ouvrage qu'on a coécrit avec Frédéric Dabi, on en a tiré quelques conséquences. La première, on l'a écrit il y a quelques mois. On a interrogé de nombreux maires. Et c'est vrai que la première des observations, c'est qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche sur la thématique de l'insécurité ou de la sécurité. Deuxièmement, comme le disait justement Madame, cette thématique de l'insécurité, elle est à la fois... Elle était avant dans les quartiers populaires, puis dans les métropoles, puis dans le périurbain, et aujourd'hui on la trouve également dans le rural. Juste une parenthèse, il y a un symbole, l'affaire de Crépol, je ne sais pas si vous vous souvenez du petit Thomas, qui a vraiment marqué les esprits et symbolique. Ça a été pour beaucoup de gens l'entrée de l'insécurité de manière symbolique dans les campagnes. On est dans une fête de village et c'est vrai qu'il y a, je vais simplifier, mais des jeunes plutôt issus de banlieue qui débarquent, bagarrent et la mort de ce jeune. Absolument. L'insécurité, c'est perçu aussi par une majorité de Français comme l'impuissance des pouvoirs publics, a fortiori quand vous avez des forces de l'ordre, des pompiers, des ambulanciers qui sont sujets à cette insécurité. Et c'est le sentiment pour beaucoup de Français que l'État recule. Et à travers ces symboles-là. Et enfin, il y a une notion qui apparaît beaucoup dans les métropoles aujourd'hui, un peu genrée de l'insécurité, c'est-à-dire que les femmes se ressentent principalement les victimes de cette insécurité. Et donc, de cette insécurité, comme il a été dit préalablement par monsieur le sénateur, et dans son rapport, c'est très très clair, on a substitué le mot insécurité au mot trafic de stupes, au mot narcotrafic. Cette sémantique du narcotrafic... Ça devient l'insécurité, c'est le narcotrafic. Absolument. Et s'inscrit vraiment à travers ce mot dans la campagne des municipales. Allez, alors on va voir et se poser la question du pouvoir des maires, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire d'ailleurs face à ce narcotrafic. Et je vous propose d'écouter une habitante d'Alès. Alors elle témoigne anonymement, elle vit en face d'un point de deal et elle interpelle son maire. Et dans ras-le-bol, moi je ramasse tous à 5h du matin les poubelles. Le balayeur il peut venir nettoyer et les gens ils en ont ras-le-bol. On paye des charges, on paye tout. Et le soir il y a des coups de feu. J'avais vu les 3 gens qui sont tués dans la piscine, un au Pré-Saint-Jean et un ras-le-bol. Si le maire il veut faire quelque chose, s'il veut que le maire en vote pour lui dans le quartier, il faut éradiquer ce problème. Voilà, elle témoignait 4 jours après des tirs qui avaient causé le décès d'un habitant du quartier, d'un quinquagénaire. Quels sont les pouvoirs du maire, Étienne Blanc? Alors d'abord, il faut rappeler que la lutte contre le narcotrafic, contre cette criminalité, c'est une responsabilité de l'État qui s'est organisé un peu mieux
après la loi que nous avons adoptée. C'est notamment le parquet national anti-criminalité organisée. Mais dans ce texte aussi, nous avons donné 4 possibilités nouvelles, ou développé 4 possibilités. La première, c'est les interdictions de paraître. Une décision administrative sur un point de deal, vous interdisez. On va dire oui, mais il faut contrôler. Oui, il faut contrôler. Mais c'est quelque chose de plus que l'on peut faire. Et aujourd'hui, les services de police, les préfectures, nous disent c'est assez efficace. Ils s'en sont emparés très vite. Bien sûr. La deuxième chose, ce sont les ruptures de baux. Une famille de narcotrafiquants est installée quelque part. On demande au préfet de saisir le tribunal d'instance pour que le bail soit rompu. Et la jurisprudence aujourd'hui est assez favorable. Du trafic démontré, on rompt assez facilement un bail. La troisième chose, c'est l'échange de renseignements. Celui qui connaît sa ville, c'est le maire, directement, par son conseil municipal, mais aussi par sa police municipale. Il a des informations. Il doit recevoir des informations de la part des services de l'État, notamment du parquet quand il y a des poursuites, mais il doit aussi en donner. Et les maires le souhaitent, ça. Ils veulent absolument que, l'information circule. Oui. Et puis le quatrième sujet, c'est la lutte contre le blanchiment. Et là, les maires ont une responsabilité importante. C'est la fermeture des fonds de commerce qui sont des blanchisseuses que l'on connaît. Une activité déclarée qui n'est pas du tout l'activité réelle. C'est-à-dire on déclare un chiffre d'affaires avec de l'argent en espèces, on le porte à la banque, et puis ensuite cet argent est blanchi. Et c'est considéré comme un chiffre d'affaires absolument normal. Et ça, le maire a le pouvoir de fermer ses échoppes. Le maire a la possibilité de le faire, il saisit le préfet, il y a une procédure administrative. Mais ce sont des possibilités nouvelles. Très clairement, si on avait eu d'autres, avec Jérôme Burin, on s'en serait emparé. Oui, effectivement. Alors il y a aussi, Brice Sokol, la question de la vidéosurveillance. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, elles se sont généralisées. Oui. D'ailleurs, quelle que soit là aussi la couleur politique du maire, mais alors avec la question, c'est jusqu'où on va dans la vidéosurveillance, son utilisation, les moyens, parce qu'elle progresse, la vidéosurveillance. Vous vous souvenez, lors des dernières municipales, un peu après, en 2022, il y avait une altercation entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet à Lyon. Sur justement le déploiement des caméras et la nécessité de déployer ou pas des caméras. Aujourd'hui, depuis 2024, la majorité des collectivités ont de la vidéoprotection. Voilà, c'est devenu une réalité dans la majorité des communes françaises. Et aujourd'hui, de la vidéoprotection, on passe à l'hypervision. Ouais. C'est la deuxième étape. L'hypervision, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez une caméra. Évidemment, vous pouvez regarder tout ce qui est lié à la délinquance et à l'insécurité. Mais vous pouvez y plugger des capteurs de pollution, des dispositifs d'éclairage, des détecteurs d'incendie, etc. Donc ça veut dire que la caméra devient vraiment un outil polyvalent au service des citoyens et de nos concitoyens, pas uniquement sur le volet purement sécuritaire, mais dans d'autres domaines. Et la troisième étape, qui a été expérimentée pendant les Jeux Olympiques, c'est ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Ça a été expérimenté pendant les JO. Je crois savoir qu'il y a une décision du Conseil d'État qui, pour l'instant, dit nous n'y sommes pas totalement favorables, ça n'a pas encore fait ses preuves. Donc peut-être allons-nous vers de l'expérimentation dans les mois et les années à venir sur cette thématique-là. Mais on voit bien que progressivement, cette demande, c'est pas les maires qui se réveillent un jour un matin en disant je vais mettre de la vidéoprotection. C'est une vraie préoccupation, une vraie demande de nos concitoyens, à l'échelle de la proximité, à l'échelle de leur maison, de leur rue, de leur quartier. D'ailleurs, la police de proximité, c'était ce dont parlait la maire des Chirolles tout à l'heure dans notre reportage. Est-ce qu'il y a là, parce que police de proximité, ça nous ramène à une époque avant Nicolas Sarkozy, qui avait fait campagne en disant les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les gamins. Enfin bref, c'est un peu un marqueur politique quand même, la question de la police de proximité. Est-ce que, puisqu'on s'est dit, finalement, tout le monde s'y met à la sécurité, à vouloir trouver des moyens de lutter contre le narcotrafic. Est-ce que vous voyez là quand même des différences ? Alors, moi, en tout cas, ce que je vois sur la question de la police de proximité, c'est qu'en fait, les habitants des quartiers populaires demandent le retour de la police de proximité. Amine Kessassi, par exemple, qui est une figure importante de la lutte contre le narcotrafic, dans son discours met au centre cette question de la police de la proximité en disant que c'est important que les quartiers populaires qui ont été abandonnés ces dernières années et au sein desquels un certain nombre de trafiquants recréer du lien social, il est important que la police de proximité soit présente, il est important aussi qu'il y ait des investissements publics
qui soient réalisés dans ces quartiers populaires pour éviter que le trafic de drogue devienne une option pour des jeunes. Et ce que je trouve important, et intéressant, moi, dans le témoignage là qu'on vient d'entendre, c'est qu'en fait, dans les discours récents du président de la République, on a beaucoup entendu des discours sur la responsabilité des consommateurs dans le trafic, mais très peu de discours sur la responsabilité de l'État et la responsabilité des pouvoirs publics, que ce soit au niveau local et au niveau national. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant qu'on puisse le poser aujourd'hui, ici, dans les témoignages qu'on entend et dans notre débat. Puisqu'en fait, le trafic de drogue, il est aussi lié à la responsabilité de l'État. Et pour qu'il y ait moins de trafic de drogue, il faut en effet qu'il y ait moins de consommateurs. Et pour qu'il y ait moins de consommateurs, il faut éviter les entrées, c'est-à-dire mettre de l'argent pour la prévention, et faire en sorte qu'il y ait plus de sorties, mettre de l'argent aussi pour le traitement. Aussi une politique de santé publique. Exactement. C'est ce que j'entends. Peut-être un mot là-dessus, Étienne Blanc, votre avis. Dans nos travaux, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre le narcotrafic. Comprendre comment fonctionne l'entreprise criminelle, et de la base jusqu'à l'organisateur qui souvent est à l'étranger. Donc ça a été l'essentiel de nos travaux, avec un dispositif pénal, les repentis, les infiltrés, et puis un dispositif administratif, comme je l'indiquais tout à l'heure. Mais avec Jérôme Durain, nous avons volontairement exclu la question de la consommation. Pourquoi ? Parce que si on faisait rentrer la question de la consommation dans le débat, immédiatement se posait la question de la légalisation du cannabis. Et là, il y a des avis contraires. Nous souhaitions avoir un rapport adopté à l'unanimité de notre commission et ensuite une loi adoptée à l'unanimité. Si on avait eu cette question de la consommation, ça n'aurait pas été le cas. Possible. Mais quand nous avons terminé nos travaux, nous l'avons dit partout, nous l'avons expliqué à des ministres. Il faut maintenant un deuxième volet. À mon avis, il doit être initié par le Sénat. La dernière assemblée parlementaire dans laquelle on arrive encore à se parler. Voilà. Donc ça serait très très bien que ce soit au Sénat qu'on prenne cette initiative. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on a fait quelques propositions. J'espère qu'elles vont prospérer. Vous parliez d'Amine Kessassi, militant écologiste, militant anti-drogue à Marseille, qui a choisi de s'engager dans la campagne sur la liste du maire sortant, Benoît Payan. Voilà ce qu'il disait le jour où il a officialisé sa candidature. Elle m'est traversée qu'une seule fois. Qu'est-ce que je veux faire pour ma ville? Qu'est-ce que je veux faire pour Marseille? Et ça, c'est évident. Je veux m'engager, je veux porter des choses, je veux être aux côtés de celles et ceux qui font. Et puis, sur la question de la peur, de quoi voulez-vous que j'ai peur? On a déjà tué mon petit frère. On a déjà assassiné, brûlé, calciné mon grand frère Brahim. De quoi voulez-vous que j'ai peur? Amine Kessassi, donc sur la liste du maire sortant, je cite les autres candidats, Franck Alizio pour le Rassemblement National, Martine Vassal pour la droite, divers droite, Sébastien Delogu pour les Insoumis, Rémi Bazzoli, lutte ouvrière, Erwan Davout et Victor Hugo Espinoza, sans étiquette. Je reviens quand même sur cette idée de police de proximité, parce que là, on est dans les pouvoirs du maire, Brice Sokol, et quand même, moi, je trouve que ça met un petit coin dans l'analyse que vous nous donniez tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y avait plus vraiment de clivage gauche-droite sur la façon d'appréhender la lutte contre le narcotrafic, ou plus généralement la thématique. Il y a une réalité, c'est que les citoyens, qu'ils habitent dans une ville de droite ou de gauche, veulent aujourd'hui plus de sécurité. Ça, c'est une réalité. Après, sur la méthode et les moyens d'y arriver, ça peut diverger. Quand je discute avec des élus de sensibilité écologique, ou parfois même socialistes encore aujourd'hui, ils me disent, c'est pas à nous, maires, d'assumer le rôle de l'État en matière de sécurité. Mais c'est philosophique, ça peut se défendre. Parce qu'un maire, son rôle, juridiquement, c'est la tranquillité publique. L'État, c'est la sécurité publique. Et on en revient à ce que vous disiez préalablement, c'est que les deux sujets qui intéressent le plus les Français aujourd'hui, la sécurité, service public, santé, sont des sujets régaliens qui appartiennent à l'État. Et donc, il va falloir... Les maires ne veulent pas être les responsables d'une défaillance des politiques nationales. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et les maires sont pris en étau entre un État défaillant et des citoyens de plus en plus exigeants. Et donc, c'est très difficile d'arriver pour eux à se situer, sachant que la sécurité, on parle aujourd'hui, je pense que vous l'avez traité dans le sujet, c'est la thématique de continuité de sécurité. Et en matière de santé, c'est pareil. Je veux dire, l'État, les collectivités, les associations doivent travailler ensemble sur ces deux sujets de manière complémentaire. Alors, on va parler maintenant de pression, de la sécurité des maires ou même des candidats dans cette campagne municipale. Deux interrogations de nos téléspectatrices. Géraldine, qui nous écrit de La Roque, Gajac. Si les maires sont vulnérables, est-ce qu'on ne devrait pas repenser complètement leur protection, les moyens mis à leur disposition ?
Premier élément. Frédéric, qui lui nous écrit de Levallois-Perret, si un maire veut agir contre un point de deal, comment peut-il être sûr qu'il ne sera pas menacé ou corrompu par les trafiquants? Ça rejoint ce que le ministre de l'Intérieur nous disait ce matin même. Sur notre antenne, il était face à Oriane Mancini. On écoute Laurent Nunez. Ça peut être aussi une cible en tant qu'objectif d'influence, qu'on peut influencer sur un certain nombre de décisions. Les communes gèrent des décisions en matière d'urbanisme, sont compétentes pour implanter des caméras de vidéoprotection. Voilà, on a tout un tas de décisions qui peuvent gêner les trafics et qui peuvent être prises par les élus. Donc il faut qu'on soit vigilant à ce que ces narcotrafiquants ne fassent pas pression sur les élus ou les futurs élus pour les décisions qu'ils vont être amenés à prendre et qui pourraient venir perturber le trafic. Et Mickaël, vous nous dites que ce narcotrafic est devenu une menace politique. Et oui, et de plus en plus assumé. On assiste bien effectivement à une volonté de prise de contrôle, directe ou indirecte, de pans entiers de politique publique. Il y a des élus qui, en clair, ont l'impression de vivre, en tout cas de subir une narco-série en vrai. D'accord. D'ailleurs, il faut remarquer la prolifération des séries sur les plateformes liées au monde, justement, et à l'activité des narcotrafics. Et en fait, l'évolution qui se dessine, eh bien, on peut l'appeler comme ça, c'est le risque d'escobarisation de la campagne électorale. Alors, il faut vous expliquer, allusion à Pablo Escobar, qui était le chef célèbre d'un cartel colombien. Oui, parce que Pablo Escobar, le grand patron, effectivement, narcotrafiquant en Colombie, n'a pas seulement ordonné d'exécuter des dizaines de journalistes, d'hommes politiques, de fomenter des attentats, faire sauter des voitures et des immeubles, mais il a aussi financé des écoles, des centres sociaux, accordé des bourses aux étudiants. Et bref, il était très populaire à Medellín, cette grande agglomération en Colombie, au point même qu'il a été un élu et qu'il a eu un parcours politique. Alors en France, là où l'État recule, on sait, le trafic avance. Là où les services publics sont absents, les réseaux s'intensifient. Cette escobarisation guette pour la campagne à venir parce qu'elle est déjà installée depuis quelque temps. On a vu des narcotrafiquants proposer récemment des aides pour les rentrées, au moment de la rentrée scolaire, proposer des activités alternatives pour les enfants pendant les vacances scolaires. Bref, il faut le voir en face. Dans certains territoires, les trafiquants financent déjà, arbitrent, punissent, protègent, ils distribuent l'argent, imposent des règles et organisent la vie locale. Et résultat, évidemment, érosion constante de cette autorité démocratique dont on parlait d'ailleurs dans notre premier débat, avec une initiative de la Commission des comptes de campagne qui reconnaît avec un livret l'acuité du problème. Et oui, et le danger n'est pas simplement la corruption au sens classique qu'on a pu connaître, les valises de billets qu'on transmet de manière secrète. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas d'avertissement officiel. Cette fois, c'est le système c'est pas le système économique qui s'achèterait les bonnes grâces du monde politique, c'est une économie illégale parallèle qui vient justement prendre une influence politique. Le narcotrafic, on l'a compris, ne s'arrête pas aux frontières sociales. Il infiltre tous les circuits. Et disons-le, en fait, maintenant, le narcotrafic est désormais un adversaire de la démocratie. Votre avis, Marie-Geoffrey Roustide, sur ce rôle presque social ou sociétal on parlait des 250 000 personnes qui vivraient directement ou indirectement du narcotrafic. En tout cas, ce que montrent les études sociologiques, c'est que la question du trafic et de l'influence des trafiquants de drogue, elle s'inscrit en fait dans des zones de fragilité. Oui. Et donc, en fait, pour éviter que les trafiquants prennent la place des centres sociaux, des commerçants ou de l'accompagnement scolaire, il faut remettre de l'argent dans les quartiers populaires. Donc, en fait, ils vivent de ces failles. Et donc, voilà, je pense que... Mais là, c'est plutôt effectivement au niveau du régalien. Il est vraiment important qu'il y ait à nouveau une politique de la ville très volontariste. Et c'est vrai que ce qu'on entend aussi beaucoup, souvent, et ça je voulais le souligner aussi, c'est on parle des jeunes, des guetteurs dans les quartiers populaires. Généralement, ils ne font pas ce genre de métier par choix. S'ils avaient la possibilité d'avoir du soutien scolaire, d'avoir des trajectoires scolaires comme les enfants, en fait, de quartiers plus favorisés, d'être avocats, médecins, les études sociologiques le montrent, ils préféraient ces métiers-là. Puisqu'en fait... Il y a l'argent facile. Alors, il y a l'argent facile. Cette dimension-là qu'on ne peut pas gommer, quoi. Exactement, il y a l'argent facile, mais par contre, ils ont tout à fait conscience du fait que c'est un argent facile au prix de leur vie. Et donc, en fait, si plus de moyens étaient mis dans les quartiers populaires, plus de moyens sur la prévention, plus de moyens sur l'éducation, on limiterait l'entrée de ces trafics voilà, dans toutes ces failles du système. Je veux bien vous entendre là-dessus, Étienne Blanc, sur à quel point, parce que là, vous nous avez donné ce chiffre de 150 000 personnes qui vivent du narcotrafic. Ça, ce que décrivait Mickaël à l'instant, ça va au-delà. C'est-à-dire, c'est des actions d'influence, on s'attire les bonnes grâces du quartier, etc., etc. Il y a quelque chose d'abord, on va s'approcher des élections municipales. Il y a deux pistes différentes sur lesquelles il faut travailler. La première piste, c'est l'entrisme.
on peut faire rentrer un conseiller municipal qui ensuite va donner des informations. Et ce conseiller municipal, il sait bien que le maire a des responsabilités. Et la deuxième chose, donc ça passe par de la corruption, ça? Non, pas forcément. Vous êtes candidat, vous êtes dans une association, vous dites voilà, moi je suis connu dans un quartier, et en même temps vous avez un pied dans le narcotrafic. Ça, mais est-ce qu'on en a, pardon, je veux bien qu'on se concentre quelques secondes sur ce premier aspect, vous nous développerez le second après, mais est-ce qu'on a des preuves d'infiltration déjà, ou est-ce que pour l'instant c'est une crainte? C'est toute la difficulté. Il faut que les services de renseignement, il faut que les services régaliens surveillent cette question-là. Est-ce qu'il a... On se présente, il ne faut pas de casier judiciaire, mais est-ce qu'il a des liens familiaux avec les réseaux du narcotrafic? Il faut l'observer, c'est le travail du renseignement. Bon, donc ça c'est le premier élément, infiltration. Et puis la deuxième chose, c'est la pression. Voilà, on fait pression sur un maire. Pourquoi on fait pression sur un maire? On fait pression sur un maire ou sur un conseiller municipal parce qu'on sait bien que c'est le maire qui installe les caméras, c'est le maire qui décide des rondes de police municipale, c'est aussi le maire qui attribue des logements, le maire a des responsabilités qui peuvent gêner le narcotrafic. Et ça, pour que le narcotrafic prospère, il faut qu'il soit tranquille. Il ne faut pas qu'il y ait trop de surveillance, il ne faut pas qu'il y ait trop de gêne. Et les maires peuvent gêner le narcotrafic. Donc voilà pourquoi c'est un sujet à l'approche des élections qu'il faut surveiller de très très près. Il ne faut pas le prendre à la légère. Quand on a rencontré ces magistrats, quand on a eu un contact avec ces magistrats mexicains qui étaient venus en France dans le cadre d'un échange avec l'École nationale de la magistrature, ils avaient dit non, la France, vous n'êtes pas un narco-État. Mais attention, il y a toute une série de signes que nous avons connus, nous, au Mexique, nous n'avons pas traité suffisamment vite et qui nous ont amenés à devenir un narco-État. Vous parliez des pressions. Alors, on a vu dans notre reportage, on a rappelé que la voiture de la maire des Chirolles a été incendiée. Il y a aussi, on est dans l'Oise, là, en janvier dernier, 3 individus qui ont fait sauter le capot de la voiture d'une adjointe au maire chargée de la sécurité dans une commune de l'Oise. Et voilà, pareil, une enquête qui est en cours pour savoir s'il s'agit d'actes de représailles après l'installation de caméras pour limiter, surveiller les trafics de drogue. Brice Ocol, est-ce que c'est une campagne hors norme pour ça, cette campagne municipale? C'est la première fois que cette thématique de l'insécurité et du narcotrafic a une telle influence sur des élections municipales. C'est la première fois, à ma connaissance, sous la Ve République. Mais vous l'aviez rappelé dans votre rapport, l'OFAST l'avait dit en 2023, aujourd'hui le danger du narcotrafic, c'est le risque corruptif. Et quand on dit le risque corruptif, c'est évidemment les élus, l'administration, mais aussi ça peut être les douaniers, ça peut être les policiers, ça peut être les dockers. Et ça, c'est vraiment le risque aujourd'hui numéro 1. C'est qu'ils sont en train de bâtir une véritable contre-société. Et vous le soulignez également dans le rapport que j'ai relu récemment, avec une vraie faiblesse pour l'État dans les Outre-mer. On oublie les Outre-mer. Mais ce phénomène corruptif se développe peut-être plus rapidement aujourd'hui dans les Outre-mer qu'en métropole. Et l'État, encore une fois, a du retard. Par où rentre la drogue aujourd'hui? Essentiellement par nos ports. Voilà. A-t-on mis en place une politique publique en matière de sécurité dans le port du Havre, dans le port de Marseille? Le sujet, c'est toujours le même, c'est-à-dire que entre la liberté du commerce et la sécurité, qu'est-ce que l'on choisit? Voilà. C'est un vrai sujet, parce que la majorité aujourd'hui de la cocaïne ou d'autres stupéfiants arrive dans des ports, et dans les ports européens. On va s'intéresser à la question de l'excuse de minorité. C'est vrai que ce mardi s'est ouvert à Paris le procès d'un mineur sur le Pépito, accusé d'avoir abattu par balle un chauffeur VTC à Marseille. Il avait 14 ans au moment des faits, et donc ça ramène dans l'actualité, puisque plusieurs ministres en parlent, l'excuse de minorité. C'est Steve Jourdain qui va nous éclairer sur cette question. Rebonsoir Steve. Rebonsoir Thomas. Et donc revoilà la réforme de l'excuse de minorité sur la table. C'est un peu un serpent de mer, Thomas. À chaque fois qu'un fait divers implique un mineur, on dénonce l'excuse de minorité. Ces dernières heures, c'est le ministre de l'Intérieur qui est revenu à la charge. Il se dit favorable à une réforme. Écoutez-le. Une personne mise en cause pour vol violent sur 3 est un mineur. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que l'excuse de minorité. Quand vous avez un mineur de 16 ans qui en agresse un autre avec un couteau, on intervient, on l'interpelle. Donc c'est la justice qui fait ça? Non, je ne dis pas que c'est la justice. Je dis qu'il faut s'interroger maintenant à tous les niveaux pour avoir enfin un choc d'autorité.
Alors Steve, il faut faire un peu de pédagogie, rappeler ce qu'est l'excuse de minorité. C'est un principe juridique qui prévoit de diviser par 2 la peine encourue pour un mineur par rapport à un adulte. On le trouve, ce principe, aux articles L121-5, les L121-6 du Code de la justice pénale pour les mineurs. Le dispositif prévoit une exception à titre exceptionnel et uniquement en ce qui concerne les mineurs de plus de 16 ans. Le juge peut écarter l'excuse de minorité à condition de motiver sa décision. Mais cette réforme, on l'a déjà essayée et les sages du Conseil constitutionnel ont dit non. Oui, il y a quelques mois, le Conseil constitutionnel a retoqué une proposition de loi de Gabriel Attal qui proposait de réformer le dispositif. L'idée était de renverser le mécanisme. La juridiction aurait dû justifier l'application de l'excuse de minorité et non plus sa non-application. Mais les sages ont estimé qu'il s'agissait d'un principe intangible de notre Constitution et que pour le changer, il fallait changer la Constitution. Donc en résumé, en l'état actuel, la réforme, elle semble impossible. D'ailleurs, Gérald Darmanin lui-même semble le reconnaître. Ce matin, sur France Info, le garde des Sceaux s'est dit favorable à une réforme, mais il ajoute immédiatement il faut changer la Constitution. Pour ça, je pense qu'on n'en a pas les moyens politiques aujourd'hui avec une assemblée où nous sommes extrêmement minoritaires, mais je pense que c'est pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour un débat présidentiel. Le rendez-vous est pris, Thomas. Merci beaucoup, Steve. Alors, je vais vous poser un petit peu la même question aux uns et aux autres. Je commence avec vous, Marie-Geoffrey, aussi, sur cette excuse de... Alors, on disait serpent de mer. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'elle est évoquée. Bon, voilà. Et c'est vrai aussi qu'il y a des mineurs de plus en plus jeunes qui participent au trafic de drogue, parfois comme guetteurs, et puis ça va malheureusement jusqu'à des tueurs, des assassins, des tueurs à gages de 14 ans. Est-ce qu'il faut revoir l'excuse de priorité? Donc revoir la Constitution pour revoir l'excuse de priorité. Est-ce que pour vous, c'est une vraie solution? Moi, je ne travaille pas directement sur ces sujets-là. Mais par contre, ce que je peux vous dire, et c'est ce qu'on voit dans toutes les études, c'est que les trafiquants ont bien compris qu'il fallait justement qu'ils emploient des mineurs pour pouvoir contourner la loi. Et il y a un phénomène qui est nouveau, qu'on n'observait pas auparavant, c'est qu'en fait, généralement, ils vont aujourd'hui embaucher des jeunes, des mineurs, qui viennent d'autres villes. Et donc, en fait, il y a tout un marché aujourd'hui qui existe auprès de tueurs qui vont être embauchés pour un moment donné, sur des contrats donnés. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, parce qu'avant, tout ce qui était lié à la question du trafic restait quand même relativement local. Là, on est vraiment sur un phénomène qui est beaucoup plus géopolitique et puis aussi qui exploite, encore une fois, des jeunes vulnérables. Donc des jeunes avec des troubles de santé mentale importants et des jeunes, en fait, qui vont être mis de ville en ville pour exécuter des contrats. Ouais. Donc, en fait, je pense que le problème, il est aussi, comme le disait Étienne Blanc tout à l'heure, de vraiment s'intéresser et s'attaquer à la source, c'est-à-dire aussi aux trafiquants, à la corruption, parce que pour le moment, on part des petits, des guetteurs, on va arrêter ceux qui sont en première ligne, mais il faut vraiment qu'on ait des mesures importantes, et le rapport le fait, pour attaquer aussi ce qui est à l'origine, en fait, de tout ce système de violence. Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour supprimer l'excuse de minorité? Moi, je suis très favorable à une modification de la Constitution, compte tenu de ce qui est en train de se passer, non seulement en France, mais... Et dans un grand nombre de pays européens, la question de la délinquance des mineurs se pose. Alors en France, on a ce système, une excuse qui est mécanique. Moins de 16 ans, c'est automatique. Entre 16 et 18 ans, le juge peut s'en affranchir. Et moi, je pense qu'il faut supprimer ce système. Et il faut en revenir au principe général que l'on connaît dans le droit criminel. Ce sont les circonstances atténuantes. Dans une affaire criminelle, une affaire de meurtre, parmi les questions qui sont posées au jury, il y a les circonstances atténuantes. Et quand le jury décide d'attribuer les circonstances atténuantes à un accusé, à un condamné, en espèce, eh bien à ce moment-là, la peine diminue. Il faut laisser au magistrat la possibilité de considérer que la minorité, ça peut être une circonstance atténuante dans certaines conditions. Mais ça n'est pas mécanique. Voilà. Il faut quitter le système mécanique pour en arriver à l'appréciation souveraine des juges. Parce que le profil de ces mineurs a changé ? Est-ce qu'on peut dire ça, Brice Sokol? C'est-à-dire qu'il y a des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. C'est une réalité. Aujourd'hui, je crois que la proportion des mineurs qui sont impliqués dans l'ensemble de la délinquance, c'est 20%. Et sur des faits de plus en plus violents. Donc il y a une réalité, j'allais dire, sociale et juridique. Et puis vous avez l'attente d'une partie de la population aujourd'hui
qui souhaitent qu'on apporte des réponses policières, mais des réponses judiciaires. Et si on continue à avoir cette inadéquation entre la réalité, les attentes de la population et une réponse pénale qui a du retard, on risque d'aller vers de grandes difficultés, en tout cas vers des changements politiques majeurs. Et là, on ne sera plus dans une étape de réforme, on sera dans des étapes beaucoup plus violentes. Et ça crée de l'injustice, ça crée de l'incompréhension, et ça affaiblit l'État. Donc il faut vraiment que les magistrats et les policiers travaillent vite ensemble à des solutions pour réfléchir absolument sur ces excuses de minorité. Vous savez que cette excuse de minorité, elle date des ordonnances de 1945. On l'a retravaillée 70 fois depuis 70 ans. Et on n'a pas la solution aujourd'hui. Donc, vous voyez bien qu'il y a une déconnexion entre la réalité, la violence du quotidien, liée évidemment au narcotrafic, et la réponse pénale. Alors, ça fait réagir nos téléspectateurs, téléspectatrices. Imane qui nous écrit de Saint-Cirque-la-Popie. Pourquoi ne pas créer des centres d'insertion pour les jeunes à risque avec encadrement, éducation, travail pour les empêcher de devenir des tueurs ou des dealers? Ça repose la question prévention, répression. Je voudrais aussi citer, on a parlé du procès qui s'est ouvert à Paris, mais il y a un autre procès en ce moment à Marseille de 6 hommes qui sont jugés pour avoir séquestré, torturé, violé 2 jeunes qui à l'époque étaient âgés de 16 ans, qui avaient été recrutés sur les réseaux sociaux comme des petites mains du réseau à Marseille. Ce sont aussi des victimes, Étienne Blanc, ces adolescents. Mais donc c'est pour ça que la question de l'excuse de minorité, elle se pose. Alors vous nous dites, si ces jeunes sont jugés, il y aura des circonstances atténuantes, c'est ça? C'est ça. Moi je pense qu'il faut donner aux magistrats la possibilité de décider de circonstances atténuantes sous prétexte de minorité. Mais le système... Est-ce qu'on les considère pas, nous interrompre, mais est-ce qu'on les considère pas systématiquement comme des coupables à partir du moment où on inverse la logique de cette excuse? Non, ce n'est pas systématiquement comme des coupables. Le magistrat, il apprécie, c'est au cas par cas. D'ailleurs, c'est un principe de notre droit. La peine doit être individualisée. Et dans l'individualisation de la peine, on prend évidemment en compte l'âge du délinquant. Marie-Geoffrey aussi, c'est vrai que ce sont aussi des victimes, ces gamins, qui sont rentrés dans la spirale violence, argent facile dont on parlait. Ce sont des victimes, comme les habitants des quartiers populaires sont des victimes également du trafic. Et en fait, ces jeunes qui sont dans ces spirales de violence, ça va être les premiers à être abattus, torturés par les trafiquants quand ils voudront s'en débarrasser et les remplacer par d'autres. Donc c'est pour ça que, voilà, comme votre téléspectatrice le proposait également, moi je pense que il y a des choses qui relèvent du judiciaire, tout à fait. C'est important d'avoir une réponse judiciaire à ces questions, mais il y a aussi beaucoup de choses qui relèvent aussi de l'éducation, de la prévention, de la prise en charge de ces jeunes qui sont souvent complètement livrés à eux-mêmes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire aussi sur la question des réseaux sociaux et des informations qu'on délivre sur cette question-là. C'est parce qu'en fait, de Besançon qui va s'afficher pendant que vous parlez. Je vous laisse conclure. Il y a sur ces questions aussi, je trouve, toute une forme de mythification autour des films, autour des mots qu'on peut employer, qui donne une forme d'héroïsation autour de ces comportements. Disait Mickaël tout à l'heure sur les séries. Tout à fait sur les séries. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment être très vigilant sur ces questions-là, parce que aussi, il y a une forme de perte de sens qu'on observe chez ces jeunes sur quelles vies ont de la valeur, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est important. Et ça peut aussi se réapprendre dans des centres où on accompagne ces jeunes et pas uniquement le fait de les punir. Ça rejoint la notion de contre-société dont vous nous parliez tout à l'heure, Brice. Oui, ce qu'on est en train de décrire là, c'est presque un combat pour ne pas laisser, j'essaye de ne pas exagérer, mais ne pas laisser cette contre-société prendre de plus en plus de place. C'est un combat qu'on doit mener, j'allais dire, tous en commun, c'est-à-dire à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Le judiciaire, le policier, le politique, l'associatif. Je pense que c'est un combat sociétal. Comme la souveraineté est un combat, comme l'indépendance est un combat, la lutte contre le narcotrafic est un combat parce que les premières victimes, ce sont évidemment ces jeunes gens qui sont aspirés dans cette violence. Et ce sont aussi... Moi, je lutte vraiment contre cette stigmatisation des quartiers populaires. Parce que vous savez que la première... on a fait un sondage avec Frédéric Dabi récemment. Quartier populaire, ruralité. Les premiers thèmes
qui apparaissent dans les quartiers populaires, ils veulent quoi? Ils veulent de la sécurité. Ils veulent des écoles, voilà, et du travail. C'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se dise le narcotrafic, c'est uniquement dans les quartiers populaires et ça vient des quartiers populaires. Ouais. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Et je pense qu'il faut qu'on réinvestisse ces quartiers-là, comme on l'avait fait quelques années, comme Jean-Louis Borloo l'avait fait, lui, sur le volet immobilier, dans le cadre de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Mais voilà, c'est tout un pan entier de notre société qu'il faut accompagner et aider. On ne peut pas avoir une société qui soit aussi fracturée. Voilà. Marc, on a vu sa question, hein, et je vais vous la poser parce que vous ne l'avez peut-être pas noté, monsieur le sénateur. Est-ce qu'on peut mettre en place un vrai suivi des réseaux sociaux pour détecter le recrutement de mineurs par les trafiquants? C'est pas si simple à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez évoqué ça ou travaillé là-dessus dans le texte que nous avons fait adopter et il y a une augmentation considérable des sanctions pour ceux qui recrutent des secondes mains sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est 7 ans d'emprisonnement et 70 000 € d'amende. Donc, on a augmenté considérablement parce qu'on s'est aperçu que c'était comme ça que l'on recrutait. D'une manière plus générale, moi, j'écoute les réponses qui sont faites. On a une vraie question que nous devons nous poser. Pourquoi a-t-il fallu attendre une commission d'enquête sénatoriale pour prendre la mesure du problème? Le narcotrafic, c'est pas d'hier. La déferlante financière, c'est pas d'hier. La violence extrême, c'est pas d'hier. Et la véritable question, elle est là. Pourquoi les gouvernements successifs ne s'en sont pas saisis plus tôt? On a l'impression... Il y avait des alertes. Il y avait des alertes, il y avait des signaux allumés. Enfin, je veux dire, il suffit de prendre des statistiques dans les tribunaux correctionnels pour voir l'augmentation des faits connexes avec le narcotrafic, dans les affaires criminelles aussi. Donc voilà, la véritable question, est-ce qu'on est dans une société qui est capable encore d'identifier les risques et de prévenir ces risques? Est-ce qu'il y a, pour conclure, Marie-Geoffrey aussi, une réponse, alors c'est toujours compliqué, mais ailleurs en Europe, qui peut être une autre méthode qui fonctionne ou qui est en train de porter ses fruits? Alors c'est très compliqué parce que c'est un phénomène complexe, vous l'avez dit. Alors ce qu'on sait, c'est que ce qui se passe en France avec une réponse plutôt prohibitionniste, ça ne fonctionne pas, hein, on l'a vu, sur les questions de violence, sur les questions de consommation. Il y a des pays qui ont des propositions intéressantes. Moi, je trouve que la Suisse est un pays très intéressant sur ces questions-là, sur ces questions de sécurité publique et de santé publique liées aux drogues. Par exemple, en Suisse, dans les années 80, ils avaient des scènes ouvertes de drogue avec des consommateurs d'héroïne dans la rue ou des consommateurs de crack, comme on peut voir, par exemple, dans le nord-est parisien. Et en fait, ils ont mis en place des salles de consommation à moindre risque, qu'on appelle des haltes soins addiction, dès les années 80, en 1986, et ils ont réduit considérablement ces scènes ouvertes. Et aujourd'hui, ils ont une politique pragmatique. Alors, ils ont mis en place des expériences de légalisation au niveau des villes, légalisation du cannabis, très encadrées et qui sont intéressantes. Ça dépend des villes, avec un pouvoir local qui peut s'exprimer. Un pouvoir local et des votations au niveau de la population. Donc c'est vraiment des politiques très consensuelles et très concertées. Merci beaucoup. Légalisation, c'est un autre débat qu'on a déjà eu et qu'on aura de nouveau certainement sur ce plateau parce qu'il n'est pas tranché. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Brice Sokol, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Frédéric Dabi, L'écharpe et les tempêtes, aux éditions de l'Aube. À très bientôt sur le plateau de Puxena. Je signale, Marie-Geoffrey Roustide, que vous avez coordonné le prochain numéro de la revue Esprit consacré au nouveau territoire de drogue. Voilà, on est en plein avec Étienne Blanc, thème, avec Étienne Blanc qui a interview d'Étienne Blanc dans apparaître début mars. Merci encore. Voilà, je vous dis à demain. Merci de votre fidélité. Notez que c'est Martin Adjari, le président de l'Arcom, qui sera notre invité dans la matinale face à Oriane Mancini. Belle soirée.